Pourquoi le RN Barnier n'est plus Premier ministre et qu'après-demain, on a Monsieur Bayrou ou Monsieur Lecornu qui va revenir devant la représentation nationale pour reprendre des discussions budgétaires plus respectueuses du pouvoir d'achat et des intérêts économiques du pays. En quoi c'est le chaos ? On demande simplement un nouveau Premier ministre qui soit respectueux, encore une fois, des revendications des 11 millions de Français. Quel qu'il soit le prochain gouvernement, il devra ne pas reproduire les erreurs de Michel Barnier. Alors on est déjà dans la recherche du profil du prochain Premier ministre, alors que c'est pas encore fait. La censure pour Michel Barnier, c'est cet après-midi d'ailleurs, édition spéciale sur LCI à partir de 14h. Et vous allez voir la motion de censure, les motions, elles vont être examinées à partir de 16h. Éric Coquerel, Marine Le Pen, Boris Vallaud, Laurent Wauquiez, Gabriel Attal et puis Michel Barnier, en conclusion, peut-être pour une dernière prise de parole, vont s'exprimer. Et ce sera bien sûr à suivre en direct avec nous sur LCI. Mais donc, quel futur Premier ministre ? Déjà, la question fait la une, notamment des Échos. Emmanuel Macron souhaite nommer un Premier ministre avant la cérémonie des réouvertures de Notre-Dame samedi, nous dit votre journal, Dominique Seux, que l'on retrouve avec plaisir, avec Arlette Chabot et Valérie Trierweiler sur ce plateau. Alors, de notre côté, on nous dit qu'il faut effectivement, pour l'entourage du président, aller vite et ne pas donner le sentiment qu'il y a une vacance, qu'il faut donner l'impression que ça avance. Pour vous, c'est avant samedi. Aux Échos, vous en êtes sûr ? C'est avant samedi. Alors, on n'est jamais sûr de rien, surtout que le président de la République nous a habitués à prendre un petit peu de temps pour les nominations, que ce soit après la présidentielle de 2022 ou évidemment l'été dernier. Non, ce qu'on dit aux Échos, c'est qu'il faut aller très vite. Pour 3 raisons. La première, quand même, c'est qu'il y a, on en parlera peut-être, mais il y a une petite instabilité économique. Je ne parle pas de chaos, mais je dis, il y a des taux d'intérêt qui augmentent, et ils ont encore légèrement augmenté ce matin. Vous avez quand même un poison lent qui instille sur les marchés financiers. Alors je sais qu'en France, parler des marchés financiers, on a l'impression de parler du diable. En réalité, c'est une réalité puisqu'ils nous financent. La deuxième raison, c'est que les Français probablement ont quand même envie que ça aille relativement vite. Il y a un petit peu une lassitude, la colère rentrée dans l'opinion est quand même assez forte. Et puis la troisième, c'est que sur le plan institutionnel, on ne peut pas être dans une vacance du pouvoir, très longue. Donc il faut aller assez vite. Je disais tout à l'heure, il faut aller avant demain soir. Il faudrait que ce soit avant la. C'est ce que veut le président également, c'est ça, avant Notre-Dame. C'est ce qu'ils disent à l'Élysée. Vous le disiez, il y a Notre-Dame justement ce week-end, souvenez-vous, les JO, 50 jours avant de nommer un nouveau gouvernement. Quelle image nous avions au niveau de l'international ? Nous avions un gouvernement démissionnaire pendant 50 jours. Le monde entier sera à nouveau là à Paris ce week-end, enfin au moins 50 chefs d'État ou représentants. Et à nouveau, on se retrouve dans une situation d'instabilité. Donc je pense que pour Emmanuel Macron, qui espérait tant de cette ouverture, souvenez-vous, il espérait un choc d'espérance. Le choc d'espérance, il est quand même sacrément, c'est le cas de le dire, entaché. Surtout avec un Donald Trump qui sera à Paris. Voilà. Exactement. On va regarder quand même les 3 visages maintenant qui s'affichent et qui vont s'afficher pendant quelques heures encore, voire quelques jours, de ceux qui pourraient, dans les Échos, qui se font entendre, voilà, on les voit, ces visages, qui pourraient être Premier ministre. Sébastien Lecornu, François Bayrou, Bernard Cazeneuve. Je dis beaucoup de prudence parce que combien de surprises dans cette séquence-là, mais voilà les noms qui circulent. Est-ce que potentiellement il a déjà tout préparé, tout balisé, le président Arlette Chabot ? Alors, en ce qui concerne Emmanuel Macron, moi je ne sais pas. Il a évidemment réfléchi. C'est pas nouveau, c'est pas des choix extrêmement différents de ceux auxquels il avait réfléchi dans la période précédente. Vous vous souvenez, même Sébastien Lecornu, on pensait à lui pour être à Matignon avant Gabriel Attal, succéder à Elisabeth Borne. Ce que je trouve plus intéressant ce matin, c'est quand on écoute Jordan Bardella, c'est-à-dire que c'est très simple. Le Rassemblement national veut à nouveau choisir le Premier ministre. Voilà. C'est très clair. C'est-à-dire Sébastien Lecornu, pourquoi pas ? François Bayrou, peut-être. On oublie Bernard Cazeneuve parce qu'il est de gauche. Pourquoi Sébastien Lecornu ? Il y a eu ces fameuses rencontres, un peu dîner confidentiel avec Marine Le Pen ou Jordan Bardella il y a quelques mois qui avaient été révélés. Donc il n'est pas absolument à jeter, Sébastien Lecornu. Et François Bayrou, il y a un souvenir de la passage rapide de François Bayrou qui respecte effectivement Marine Le Pen, on s'en souvient, au ministère de la Justice sur le financement des partis politiques. Et puis il y a quelques jours encore, il s'est lui-même étonné
des réquisitions au procès des assistants parlementaires européens sur cette fameuse exécution provisoire. Donc, c'est pas un ennemi non plus. Donc, on a l'impression qu'on va revivre, au fond, un petit peu ce qu'on a vécu, avec des noms qui sont avancés, et un Rassemblement national qui dit « Ah ben celui-là, non, on votera tout de suite une censure. À celui-là, non, ou « Ah, on lui donne une chance », comme le RN avait donné une chance, effectivement, à Michel Barnier. Le RN va choisir le futur Premier ministre ? Ce qui est dommage. Je sais bien qu'avec des si, ça ne sert pas toujours puisque les choses ont été faites. Mais si Macron avait nommé un Premier ministre de gauche la première fois, il aurait utilisé cette cartouche et prouvé que la gauche ne pouvait pas y arriver. Et il aurait eu sa cartouche désormais du bloc central. Il l'a utilisée, ça n'a pas marché. Donc, quelle chance ça a de fonctionner. Moi, je ne crois pas beaucoup en l'hypothèse François Bayrou, qui a sans doute trop de personnalité. Macron veut garder quand même un tout petit peu de chemin, de pouvoir d'action. Donc je crois plutôt en Sébastien Lecornu qui, comme Arlette Le Chabot le disait, est compatible avec et le RN et peut-être un peu la gauche et puis surtout avec Macron. À moins qu'on nous sorte encore une surprise du chapeau. Une surprise du chef. Cécile Cornudet, l'excellente éditorialiste politique des Échos, dit que la tentation à l'Élysée est proche d'Emmanuel Macron, et de nommer un macroniste, donc Sébastien Lecornu. Mais la grande question, c'est de savoir comment va analyser l'opinion la nomination d'un macroniste après l'échec des européennes et donc on a un petit, évidemment des législatives. Donc on a un petit peu, ça ne paraît, ça c'est pas frappé du sceau de l'évidence. Et même la réaction sera peut-être un petit peu dubitative. Mais sur cette photo avec les trois, il manque quand même deux choses. Il manque l'hypothèse, je la mentionne juste, MB2, Michel Barnier 2. Est-ce que Michel Barnier peut être nommé ? Alors, ça circulait un petit peu hier, mais Michel Barnier, hier soir, a paru quand même lui-même l'écarter. Voilà. Et puis, il y a l'hypothèse d'un gouvernement, alors ça, c'est un peu le serpent de mer, d'un gouvernement technique. Alors, vous avez premier président de la Cour des comptes, enfin, ce genre de choses, mais ça ne paraît pas tout à fait répondre à la. Est-ce que vous me permettez d'ajouter une phrase en complément de ce que disait Arlette sur la démission du président ? Alors, j'allais justement y venir, n'est-ce pas formidable ? La question de la démission, revenons-y, parce qu'on peut parler d'un futur Premier ministre, mais les appels montent pour dire, en fait, même le futur gouvernement, il n'est pas fait pour tenir, et même le président, il n'est pas fait pour rester. Parce que ça me semblait vraiment important de revenir à ce que disait Éric Coquerel tout à l'heure sur les appels à démission d'Emmanuel Macron. Il faut vraiment, je pense, le lire de deux manières. Il y a la manière, la façon la plus simple, c'est effectivement de se dire c'est ad hominem contre Emmanuel Macron, demander la démission, etc. Mais en réalité, le sous-titre, c'est une attaque contre la Ve République. C'est-à-dire, et de préparer la Sixième République qui tient tellement à cœur à LFI. C'est une manière de dire, le président de la République sera désormais révocable. Parce que quand on dit appel à la démission, c'est en réalité le forcer à partir. La démission, il y en a eu une, général de Gaulle. Mais de Gaulle, il est parti en fait de son plein gré. Il aurait pu rester, malgré sa défaite électorale. Mais là, c'est une révocation. Et dire que le président de la République est révocable, ça veut dire que la Ve République changerait totalement d'allure. Donc je pense qu'il faut avoir une lecture complète de ce que souhaite LFI sur la Ve République. C'est ce que souhaite LFI, mais Macron, parlons de Macron, parce que c'est lui qui démissionnerait ou pas. C'est quand même un des présidents qui cherche le plus à s'inscrire dans l'histoire avec un grand H. Donc est-ce qu'il peut rester dans l'histoire comme le seul qui est démissionné, comme ça, en dehors de Gaulle. Moi, j'y crois pas beaucoup. Il peut tenter encore autre chose. La dissolution, elle est possible dans 6 mois et demi. Ça va vite, il faut tenir. 6 mois, ça va quand même relativement vite. Il peut user, c'est vrai, encore 1 ou 2 premiers ministres. Conclusion, peut-être, Arlette Chabot. On ne l'imagine pas démissionner, parce qu'effectivement, mais... Il est très orgueilleux. Encore une fois, il y a une pression très forte. Alors après, il y a l'hypothèse qui agite certains esprits à gauche, et notamment chez les Insoumis. C'est un président qui tenterait, s'il démissionnait, d'être à nouveau candidat. Hypothèse qui, a priori, n'est pas possible constitutionnellement parlant, mais qui pourrait être reposée officiellement. Et là, ça
peut-être que Emmanuel Macron aurait envie de tenter à nouveau sa chance. On reparle de cette censure sur LCI, bien sûr. Il y a une spéciale à 14h. L'émotion de censure avec les discours à suivre en direct, c'est à partir de 16h. Marine Le Pen sera l'invitée également de TF1 aux 20h ce soir. Et nous, on répond à vos questions sur les conséquences économiques à 10h30 également. Dominique Seux nous fait l'amitié de rester d'ailleurs pour vous répondre. Je voudrais vous montrer maintenant une image en direct. On n'est pas du tout sur la même zone du globe. C'est en Corée du Sud. Des images en direct qui nous parviennent avec les images, vous voyez, de ces petites bougies, de cette protestation. On est devant le Parlement de Corée du Sud, les partis d'opposition qui ont déposé une motion de destitution ces dernières heures. Les impressionnantes images de l'armée déployée à Séoul, elles nous ont marqué. Ça a duré pendant des heures hier avec des blindés dans les rues de la capitale, des hélicoptères. Une crise politique est claire. Le président a pris ses 51 millions de concitoyens par surprise en déclarant la loi martiale avant de faire machine arrière face à cette mobilisation que vous avez vue de la population mais également des députés. On l'écoute. Nous avons procédé au retrait des militaires qui avaient été déployés pour les opérations de la loi martiale il y a peu de temps, puisque l'Assemblée nationale a exigé la levée de la loi martiale. Le Conseil des ministres acceptera immédiatement les demandes de l'Assemblée nationale et va lever la loi martiale. Alors on retrouve Chloé Borgnon pour les explications depuis Séoul. C'est la fin d'une nuit folle, mais pour autant, est-ce que tout est bien fini ? Eh bien non. Les sentiments qui prévalent à la fin de cette journée, après une nuit de loi martiale en Corée du Sud, c'est le soulagement, mais aussi la colère des citoyens. Ils ont décidé à nouveau de se réunir aujourd'hui, toute la journée, devant l'Assemblée nationale qui est juste derrière moi. Et ce soir, c'est un rassemblement aux bougies avec, pour mot d'ordre, la démission du président Yoon Suk-yeol. C'est ce qu'il demande, c'est aussi ce que demande le parti principal d'opposition, le Parti démocrate. Et d'ailleurs, ce parti et les autres partis d'opposition ont aussi lancé une procédure de destitution qui pourrait être votée dans les jours qui viennent si jamais le président ne propose pas de lui-même sa démission. Alors ça vient de nous parvenir, on a une réaction de Moscou. C'est Moscou qui dit espérer que la crise en Corée du Sud ne déstabilise pas toute la région, sachant que quelques heures plus tôt, c'était les États-Unis qui étaient très préoccupés. La citation d'Anthony Blinken, on va la voir, chef de la diplomatie américaine. Nous continuons d'attendre que les désaccords politiques soient résolus pacifiquement et dans le respect de l'état de droit. Pourquoi ça vous avait réagir à ce point-là, la réaction de Moscou qui vient de tomber ? Rire, parce que quand Moscou considère que le fait qu'une démocratie fonctionne, ça risque de déstabiliser à leur yeux une région. Parce que ce qui se passe en Corée du Sud, c'est effectivement la démocratie a fonctionné. C'est-à-dire qu'un président est parti en vrille, pour dire les choses, et il est rattrapé par la patrouille, si je puis dire, puisqu'il a dû renoncer à sa loi martiale et le système fonctionne. Évidemment, pourquoi est-ce qu'on en parle nous en France ? C'est parce qu'il y a un petit parallèle amusant, puisque vous avez une opposition qui contrôle l'Assemblée et qui bloque l'adoption d'un budget. Et donc ça évoque chez nous le budget 2025. Voilà, le budget 2025. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Et regardez, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il a réagi hier avec ce tweet. Après Macron et le Premier ministre du Japon, le président de Corée du Sud refuse de reconnaître le résultat des élections et veut effacer le vote du budget transformé par l'opposition. Et ils s'interrogent tous les mêmes. Elle est là aussi la stupeur, c'est cette espèce de miroir qui est tendu oui, aux après, démocraties. c'est quand même difficile de faire, de faire un parallèle direct entre ces deux démocraties. Mais c'est vrai, Dominique Seux a raison, la démocratie a fonctionné, mais le président, il est contesté déjà depuis un moment. Il y avait eu les incidents d'Halloween il y a 2 ans, il y avait eu un certain nombre de choses. Il y a aussi des faits de corruption. Donc ça fait un moment que ce président est contesté. Donc là, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à se maintenir. Je viens vers vous, Arlette Chabot, mais d'abord on retourne voir Chloé Borgnon, parce que le président de la Corée du Sud, il a dit instaurer la loi martiale pour se protéger, je le cite, des forces communistes nord-coréennes. Alors pourquoi a-t-il impliqué ainsi la Corée du Nord ? Les éléments de réponse avec Chloé. Hier soir, lors de son allocution télévisée pour mettre en place cette loi martiale, le président Yoon Suk-yeol a parlé d'une menace communiste nord-coréenne. Alors, il s'agit plus probablement d'un prétexte, puisque dans la Constitution, pour pouvoir mettre en place cette loi martiale, cela nécessite une menace grave pour le pays. Ce qui est plus probable, c'est qu'il s'agissait en fait de politique intérieure, notamment face au Parti démocrate qui a été clairement cité dans l'allocution du président. De manière générale, que ce soit un prétexte ou non,
Il faut savoir qu'aujourd'hui, les généraux sud-coréens ont appelé l'armée à se tenir prête face à une potentielle réponse, notamment à la frontière de Pyongyang. Les tensions entre les deux Corées n'ont cessé d'augmenter cette dernière année et c'est vrai que c'est un climat de tension qui pèse sur toute la péninsule coréenne. Arlette Chabot, vous avez compris l'impact mondial que ça a eu pendant quelques heures. Et peut-être que le fait de citer la Corée du Nord a quand même joué aussi beaucoup. Hein. Bien entendu, c'est un allié de l'Occident, évidemment, une alliée de l'Occident, la Corée du Sud, qui en plus regarde du côté de l'Ukraine avec bienveillance, ce qui nous réjouit beaucoup. Ça fait plutôt réfléchir sur la fragilité des démocraties. On dit toujours les dictatures sont fragiles, en espérant que ce soit vrai. Mais les démocraties aussi le sont. Je regarde une démocratie naissante du côté de la Méditerranée, la Tunisie. Un président de droit constitutionnel qui est élu président et qui, une fois élu, finit par incarcérer tous ses opposants, organiser un scrutin où il est brillamment réélu sans opposition alors que tout le monde reste en prison. Donc voilà, interrogation sur la démocratie. C'est vrai que sur l'échiquier international, tout ça est très mouvant, tout ça bouge beaucoup. N'oublions pas que la Corée du Nord a fourni des dizaines de milliers de soldats sur le front ukrainien pour aider la Russie, qui est son allié depuis toujours. Depuis 1950, ces deux Corées s'opposent, sans qu'il y ait le moindre progrès. Avec ces derniers temps, vous avez vu ces ballons envoyés de la Corée du Nord sur la Corée du Sud, des ballons remplis de détritus. Alors, voilà, bon. La Corée du Sud, dans un instant, l'information, le temps de l'info, mais l'actualité vous emmène également en Syrie. Vous allez voir des images d'affrontements près de la ville de Hamas, c'est la 4e ville du pays, et il y a eu une frappe américaine. Alors, les États-Unis disent que ce n'est pas en lien avec la volonté de faire tomber